Pendant les 2 premières années, 2017-2018, en commission des finances, les oppositions réunies, toutes ensemble, ont poussé des cris d'orfraie devant l'ambition, le courage et la profondeur de la réforme de la fiscalité du capital qu'on a portée. Alors cette année, sous prétexte qu'on poursuit ce qui a été impulsé et décidé en 2017, poursuivi, voire amplifié en 2018 et qu'il est encore en 2019, j'entends l'inverse, c'est-à-dire que c'est un PLF résolument politique. C'est la façon qu'on veut dire en fait quand c'est pas structurel et que ça fait rien dans la fiscalité du capital. Bon. Quand on a un projet qui est structurel, on se fait taper. Et quand on a un projet de transition qui poursuit, amplifie, confirme ce qui a été décidé les 2 premières années, je vous rassure, on se fait taper aussi. Moi, je suis super à l'aise. Je pense que ce PLF est un PLF qui confirme. C'est un PLF aussi de réconciliation. Enfin, on peut réécrire l'histoire. Moi, je suis député de Paris. Les Gilets jaunes, je les ai vécus dans ma chair. On ne peut pas faire comme si s'était rien passé l'an dernier. On a effectivement intégré le contexte social et donc la volonté de redistribution forte en matière de pouvoir d'achat vis-à-vis des ménages. On a pu le faire parce qu'en fait, pour baisser la part de la dépense publique dans le PIB, il n'y a pas qu'une seule option. Il n'y a pas que le rabot de la dépense publique. Il y a aussi l'augmentation du PIB. Parce qu'il n'y a pas que la fiscalité qui parle aux boîtes. Il y a aussi un climat des affaires. Ça a commencé avec les ordonnances travail. Ça commence avec... C'est un état d'esprit. Il y a eu le pacte. Il y a eu tout ce qu'on fait avec la médiation du crédit. Tout ce sujet aussi de civisme. C'est un ensemble de choses qu'on essaye de faire. Et ce PLF, pour moi, il est cohérent. Et c'est un PLF et de transition et de réconciliation. On a travaillé sur les niches. En réalité, on arrive à aller 600, 650 millions d'euros de niches. Donc c'est en deçà, et je le dis et je l'assume, de ce que nous espérions. C'est en deçà de ce que nous avons proposé. On a fait un travail incroyable de fourmi qui a été fait par les équipes. Et c'est un travail extrêmement minutieux. Où vous marchez pareil, hein, aveuglé. Imaginez, prenons monsieur, vous prenez votre compte en banque, imaginez que sur certaines de vos lignes de relevé bancaire, on dise « Ah bah non, ça on sait pas ». Bah, on ne sait pas le nombre de bénéficiaires, ça c'est une option. On ne sait pas la masse. Et puis on ne sait pas parce que depuis que c'est mis en place, on ne l'a pas évalué. Mais ce qu'on sait, c'est que si on le retire, ah bah ça va crier. Ah bah d'accord, mais comme ça, on peut continuer très longtemps et on peut continuer loin. Hein. La France, c'est un grand pays. On est déjà à 100 milliards de niches fiscales. Je pense que tout est possible. On peut faire 200 milliards de niches fiscales. Allons-y. Ça fait quand même des années que ça dure. Hein. Ce n'est pas la première majorité à s'atteler au sujet. Et je vais vous dire, pour moi, ce n'est pas qu'un sujet, les niches budgétaires, purement et simplement. C'est aussi un sujet, je dirais, de développement durable fiscal. On a une tendance à complexifier, chaque année à en rajouter, et la majorité a fait ce qu'elle a pu, et elle le fait sur 2 axes qui sont importants. Il y a les niches et il y a les taxes. Parmi les niches importantes dont vous allez entendre parler et qui pèsent directement sur les entreprises, vous avez parlé tous du CIR. On est des protecteurs du CIR. Voilà. On vient de la société civile, on sait que la stabilité est au cœur de la confiance, et on sait combien le CIR a permis, permet et soutient les entreprises innovantes en France. Donc sur le CIR, ne jouons pas à nous faire peur. On sait combien un écosystème d'innovation est fragile. On sait à quel point il a besoin de stabilité. Je ne peux pas le dire plus simplement et clairement que ça. Donc pas d'inquiétude démesurée. Le mécénat, on a fait des choix. Je pense qu'ils sont assez équilibrés. Et qui ne sont pas illégitimes et qui ne mettent pas en péril la problématique de mécénat. Sur la transmission, on parlait de TI, ce qu'on a fait quand même dans le pacte Dutreil et que j'ai porté en PLF 2018, et pas anodin. Ça permet de pérenniser, consolider le pacte Dutreil. On a supprimé par exemple un certain nombre de déclarations, d'obligations déclaratives annuelles. On a consolidé le pacte. Il faudrait certainement aller plus loin. Mais ce qu'on a fait déjà était très attendu depuis longtemps, et ça a été fait au PLF de l'an dernier. Derrière chaque niche, il y a un chien, derrière chaque impôt, il y a un bénéficiaire.
il faut qu'on voit aussi comment on compense vis-à-vis des territoires, vis-à-vis des régions. Quand vous touchez à la CVAE, on parle de milliards, de plusieurs milliards. Ça bénéficie au territoire. Comment on fait? Il y a des questions aujourd'hui qui se posent là-dessus. Il y a d'ailleurs, et regardez-le, une assise assez intéressante. Et regardez, parce que je pense que ça fera partie des sujets intéressants pendant le PLF. On fait une proposition aux communes et aux territoires qui souhaitent supprimer certains impôts de production, moyennant une compensation possible, je crois, d'un tiers par l'État. Donc il y a peut-être pas une porte, mais un Velux, une fenêtre qui s'ouvre sur les impôts de production sur ce PLF. J'ai bien vu aussi ce que les entreprises ont fait durant le mouvement social qu'on a traversé. Je crois que c'est entre 16 et 17 milliards d'euros qui ont été redistribués par les entreprises l'an passé aux salariés. C'est pas rien. On a des PME qui jouent le jeu. On a des patrons qui ont joué le jeu de la prime Macron, qui jouent le jeu de ce qu'essaye de faire le gouvernement. J'ai quand même, moi, le sentiment qu'en négo, on avance mieux en crabe ensemble que l'un contre l'autre. Je suis peut-être un peu naïve, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis optimiste.